Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous emmène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, Parlons Terroir. Aujourd'hui, quel bonheur d'être dans une aussi belle ville. Nous sommes à la Neuville, nous sommes en compagnie d'un boucher assez particulier. On va faire sa rencontre, on va discuter un petit peu de son parcours, de son histoire, de ses produits, surtout car ses produits sont labellisés Jura bernois, produits du terroir, Régio garantie, tout ça plein de labels. On n'y comprend pas toujours tout, moi le premier. Donc aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu tout ça. Merci à Luca de nous accompagner pour cet enregistrement et pour tout ce montage parce que croyez-moi, il y a du boulot après en backstage, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes à la boucherie Junot en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Salut. Alors Cédric Junot, une boucherie incroyable. Franchement, sans vouloir faire de pub, on est arrivé, il y a un étal qui fait juste envie. Je crois que même un végétarien, il y aurait de quoi se reconvertir. 150 ans d'histoire et pourtant, tu es tout jeune. Quel âge tu as ? Alors oui, exactement, si je veux vraiment dire mon âge, on peut quand même le dire, Ouais. J'ai 35 ans, je suis plus si jeune, mais quand même pas si vieux encore. Pas si vieux, mais enfin quand même 150 ans d'histoire, c'est une boucherie qui a été passée de génération en génération. Alors oui, effectivement, 150 ans, donc l'année passée, malheureusement, on n'a pas pu fêter dignement comme on le voulait, mais oui, il y a eu 6 générations, donc il y a eu les Junot, donc c'était mon père qui a repris à 30 ans, à la famille Maty, qui eux ont repris à la famille Baumann. D'accord, donc une histoire de famille. Exactement, il y a chaque fois eu 2 générations, et puis ça s'est transmis, après là c'était sur 3 familles différentes, et puis voilà, on espère peut-être que la 3e génération, on aura battu les records avec les Junot. Alors on va reparler de la 3e génération, mais en attendant, parlons de l'ancien là, qui est en train de faire le boulot pendant qu'on discute, c'est ça ? C'est ton papa qui est derrière l'étal en train de te remplacer ? Exactement, maintenant c'est mon bras droit, si on veut dire, parce que c'est comme lui qui connaît toute la maison. Heureusement qu'il est là, il a du bateau à la retraite, mais voilà, c'est vrai que quand on est artisan, on passe des heures et des heures, et puis voilà, j'espère qu'il sera le plus longtemps possible à mes côtés, même si je lui souhaite qu'il prenne du temps pour lui aussi, quand il aura une retraite bien méritée. Alors, travailler avec l'ancien, c'est bien parce qu'il y a plein de petites ficelles, il nous évite de refaire les mêmes bêtises, de faire les mêmes casses. Mais est-ce que c'est simple de travailler avec son paternel ? Ça va, il y a des moments, ça chauffe un peu ou c'est que du bonheur ? Alors, c'était plus chaud quand j'étais en apprentissage, quand j'ai fait l'apprentissage ici. J'étais un peu plus jeune, donc on a un petit peu différence de génération. Maintenant, avec le recul, on s'entend beaucoup mieux. Il a pu lâcher prise et puis j'ai pu prendre mes idées et puis les développer moi-même, et puis il m'a soutenu dedans. Donc non, là, c'est vraiment bien maintenant. Il accepte ça, le paternel, que tu changes, que tu amènes ta patte à toi ? Oh, il a plus trop le choix, on va dire, mais non, mais c'est clair, des fois il met un petit regard de travers, et puis après coup, quand on boit une bière, il me dit non, mais c'est quand même bien. Ouais. Par exemple, toi, tu as lancé pas mal de nouveaux produits. Quand tu lances un nouveau produit, on va en reparler. Il y a cette saucisse au mar. Ce n'est pas la saison au moment où nous tournons ce reportage, mais nous allons quand même en parler. Il y a des projets. Est-ce que ton père te dit, écoute, là, non, laisse tomber, moi j'ai déjà essayé, ou autre ? Ouais, alors des fois on en discute, et puis après on se dit, voilà, c'était peut-être il y a 10 ans, peut-être les clients ont changé, le monde a changé, puis peut-être c'est quelque chose qui passerait mieux maintenant qu'il y a 10 ans. C'est toujours à voir, mais c'est vrai que pour l'instant, tout ce qu'on a lancé, ça a marché. Donc, il faut qu'on continue comme ça, puis qu'on prenne pas trop de repos. Alors, on a parlé de la génération précédente, cette tradition familiale. Est-ce que toi, tu as des enfants ? Est-ce qu'il y a déjà des prémices de repreneurs de la boucherie ? Alors oui, j'ai 2 enfants, donc un garçon de 8 ans et une petite fille de 5 ans. Et oui, maintenant c'est en pleine période de vacances, pendant ce tournage. Et puis effectivement, ils viennent m'aider. Donc ils sont équipés, l'équipement du boucher, les polos, les bérets. Et puis ils nous aident un petit peu, ils mettent un peu sous vide. Et samedi passé, ils ont donné des cervelas aux clients, par exemple. Alors voilà, ils viennent travailler, ils ont un petit badge, ils font leurs heures. Et puis quand ils ont tant d'heures, ils reçoivent leur cadeau. Ah, ça se mérite. Cadeaux. Ils sont payés en saucisses, donc. Ils sont payés, on va dire, non pas en saucisse, mais s'ils veulent quelque chose, il faut travailler. Quoi. Faut travailler. Un petit peu voilà. Justement, parlons-en de ces fameuses saucisses. Maintenant, on vit dans un monde où les gens ont besoin, semblent un petit peu s'intéresser de plus en plus à leur terroir, s'intéresser à la traçabilité des choses. Tu le ressens, toi, dans ta vie d'artisan ? Oui, alors qu'on a remarqué vraiment un changement il y a quelques années, je dirais à peu près 4-5 ans, où vraiment les gens commencent à demander plus d'où vient la viande, d'où vient la provenance, comment sont faites les fabrications. Même si je trouve qu'on en parle beaucoup, mais
il y a quelques clients qui nous demandent, mais je trouve pas qu'on aura assez pour que vraiment on développe plus, puis que là on est sur des projets de mettre des écrans au magasin pour montrer ce qui se passe derrière en production. Mais c'est vrai que voilà, on aimerait encore que les gens soient plus intéressés, parce que nous c'est notre passion, ce métier. On adore expliquer, montrer aux gens. Et puis voilà, je veux juste dire aux clients de ne pas hésiter de nous demander comment c'est fait. On peut montrer les locaux, je veux dire, c'est notre passion, c'est notre... C'est votre cœur de vie en fait. Alors Cédric Junot, nous sommes à la Neuville, dans ta boucherie familiale. Excellente transition, tu parlais des produits. Nous sommes ici pour Régio Garantie, hein. C'est un label qui englobe aussi d'autres labels, dont Jura Bernois, produits du terroir. Pour le consommateur qui peut peut-être un peu s'y perdre comme moi, ça veut dire quoi concrètement d'avoir des labels? Typiquement, un client, on entend un monsieur d'ailleurs à travers la porte qui dit bonjour et qui vient acheter sa viande. Le fait de savoir qu'un produit qui est labellisé Jura Bernois, produit du terroir, ça lui apporte quoi comme indication? Alors nous, c'était surtout pour avoir un visuel de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que nous, on prend de base déjà tout dans la région. Alors de toute façon, tout ce qui est parc Chassera, les Petites Métairies, on prend aussi sur le canton de Berne, aussi un peu sur Thun, mais ça reste quand même sur le canton de Berne. Et puis là, ça permettait d'avoir une petite image pour mettre en plus, pour dire, voilà, s'il y a des produits qui sont labellisés, et puis qu'on puisse expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la labellisation, quelle est la charte, quels sont les produits, qu'est-ce qui est nécessaire en fait aux produits. Ça veut dire concrètement que quelqu'un qui vient acheter la viande ici, on peut savoir déjà que la viande n'est pas en barquette, et on peut savoir exactement que la viande que tu as dans ton étal, elle vient de telle métairie. Rappelons-le, une métairie, c'est une ferme d'alpage, hein, c'est assez jurassien tout ça. D'ailleurs, métairie, l'étymologie veut dire moitié. Est-ce que tu savais ça? Non, je ne savais pas. Hein. Alors, parce qu'à l'origine, les métairies étaient des fermes d'alpage où le propriétaire prêtait sa ferme d'alpage et son bétail à un ouvrier, et cet ouvrier partageait le bénéfice de la production moitié-moitié avec le propriétaire, d'où l'étymologie du mot métairie. Je referme la parenthèse, c'était juste pour donner un petit coup historique et me la péter devant tout le monde, mais revenons donc à ça. Ça veut dire que, à ma question, c'est-à-dire que toi, tu peux savoir toute ta viande exactement, elle vient de tel endroit, ça vient de tel endroit, etc. Oui, exactement. Donc nous on reçoit donc c'est mon cousin à Corgemont, c'est une boucherie Junot, mais c'est mon cousin qui fait l'abattage pour nous, parce qu'on n'a pas d'abattoir ici, déjà vraiment presque au centre-ville. Et puis donc quand je reçois le lundi tout le bétail, donc c'est le bétail qui est coupé en deux, prêt à désosser, à fabriquer, à travailler, hein. Ouais, c'est quartier entier. Et puis c'est clair que là on reçoit directement sur le bulletin le fournisseur, donc l'éleveur qui est dessus, le fournisseur, et puis on a directement les noms. Et puis on peut directement les afficher au magasin. Voilà, cette semaine, le porc vient de tel et tel paysan, le bœuf, le veau, l'agneau. Tu parlais de quartier qui était débité ici. Est-ce que tu as une idée à peu près? Est-ce qu'il y a de la perte par rapport à ce quartier, ou est-ce que tout est utilisé dans le quartier que tu reçois, où il y a quand même une partie que tu dois jeter parce que tu peux rien en faire? Non, alors quand on parle de jeter, on parle vraiment de tout ce qui est os et des fois la graisse. Mais même là, on a beaucoup de restaurants qui reprennent ça pour faire des bouillons. Des fonds de sauce, c'est égal. Donc c'est vrai que nous on a aussi cette vision du nice to tail, où c'est qu'on essaie de tout vendre. Là, la chance c'est que dans les petites boucheries comme nous, il y a beaucoup de clients qui connaissent déjà des morceaux spéciaux et qui viennent les chercher chez nous. On a tout ce qui est bavette, onglet, des morceaux spéciaux. Puis essayer d'éviter de vendre que du filet de l'entrecôte, parce que c'est vrai que sinon on aurait aussi un problème. Le but c'est vraiment de vendre tout l'animal en entier. Respecter l'animal, c'est aussi ça, c'est de tout utiliser, en tout cas le maximum, comme tu viens de le dire. On oublie, c'est vrai, qu'un os de veau, enfin moi qui suis cuisinier, je le sais, hein, c'est comme ça qu'on fait nos bases de sauce, qui sont un peu nos signatures gastronomiques et gustatives. C'est-à-dire que on récupère ces os, on va faire un bon fond brun avec une tombée de légumes, avec de la tomate concentrée, un petit peu de farine. On laisse cuire ça pendant 4 heures et on a après une base pour faire ces sauces à la maison, qu'on peut congeler d'ailleurs. J'invite nos auditeurs, si vous voulez vous lancer là-dedans, ce sont des moments magiques. Rajoutez un peu d'herbe aromatique et puis vous mettez ça dans des petits sachets à glaçons, vous savez, ceux que vous remplissez avec de l'eau et que vous mettez au congélateur. Vous faites la même chose avec votre fond brun, votre demi-glace, que vous voulez, et puis vous sortez ça au fur et à mesure et c'est du bonheur. C'est aussi ça, respecter l'animal, c'est de tout utiliser. Exactement, on dit toujours que si on ôte la vie à un animal, autant qu'on prenne tout, le maximum pour nourrir le plus de personnes possible. C'est comme ça la base. La base, qu'on ôte la vie à un animal, c'est qu'on puisse nourrir, que nous derrière on puisse survivre. Donc effectivement, ça fait toujours mal au cœur quand on voit des gens qui achètent peut-être trop. On les conseille, puis dit non, on veut plus, puis on préfère avoir trop. Mais quand on voit qu'ils mettent après à la poubelle ces déchets, parce qu'en Suisse on est quand même assez...
aussi élevé au niveau du gaspillage alimentaire. Et puis ça, il faut aussi que ça change un petit peu. Et puis ça, c'est une question je pense, de mentalité. Moi qui t'écoute, qui bois tes paroles, on sent dans ton visage, parce qu'on n'a pas l'image à l'écran, bien évidemment, puisqu'il n'y en a pas, mais on voit qu'il y a quand même une certaine émotion dès que tu as commencé à parler de la tradition familiale et le fait de voir ton père avec un regard différent. C'est important, ça, de pouvoir retrouver des pas dans lesquels marcher. Je trouve que c'est très important parce que, aussi, notre magasin, on dit toujours qu'on est une boucherie artisanale, familiale, il y a toujours ce familial dedans. Et puis là, on l'a vraiment. Je veux dire, il y a mon père et moi des fois au magasin, des fois il y a mon fils qui vient encore. Donc les clients sont tout contents parce que c'est le produit qu'on fait nous-mêmes, on est là, on les vend nous-mêmes. Et puis c'est ça qui est satisfaisant, c'est que vraiment, le lundi, on reçoit nos carcasses, on sait d'où ça vient, nos bœufs, on les transforme, puis le vendredi, samedi, on peut déjà les vendre. Et puis on est là à nouveau devant, on les vend, puis on peut expliquer aux clients. Et puis voilà, c'est beau. Une entreprise familiale avec le papa qui donne un coup de main, le fils, hein, toi, qui est là, Cédric, à tenir la boutique. Et il y a des employés derrière. Oui, alors... Peut-être le moment de leur rendre hommage aussi, parce que oui, on en parle exactement. Ouais, c'est exactement bien fait de me le dire. Oui, effectivement, on est quand même une dizaine en tout à travailler. Ah, quand même. Ouais, on a 2 apprentis, donc on forme aussi les apprentis. C'est aussi, excuse-moi, je te coupe, Oui. parce que je suis très attaché à ça, la formation professionnelle, le fait d'avoir fait 2 CFC, un brevet fédéral, une maîtrise fédérale, c'est aussi important de transmettre et puis d'être attaché à la formation professionnelle, parce que on oublie trop souvent que peut-être ces boucheries qui sont dans des grandes surfaces n'ont pas les moyens ni l'envie, peut-être, hein, mais ça, c'est pas moi qui vais lancer le débat là-dessus, de se soucier de la transmission de ce savoir-faire qu'est l'artisanat. Ouais, alors la formation a toujours été importante pour moi. Mon père formait déjà aussi avant. Il a aussi commencé à former les apprentis. C'est que pour moi, c'était la base, parce que à l'avenir, s'il me faut des employés, des ouvriers, il faut les trouver. C'est de plus en plus compliqué, les classes deviennent de plus en plus petites. Même si maintenant on voit une petite augmentation, on espère que ça continue comme ça, mais on sait que dans le futur, ça va être un peu compliqué à trouver des bouchers qualifiés. On a aussi beaucoup de frontaliers qui viennent postuler. Bon, je te rassure, c'est dans tous les métiers comme ça. Hein. Ouais, mais pour moi, c'est assez important, c'est que c'est même pas que la viande, c'est aussi tous nos employés. Le plus loin, il habite à 20 minutes. Les 3/4 viennent en vélo, viennent à pied. Donc on a aussi cette durabilité aussi de notre côté ici, où même les ouvriers, c'est des gens qualifiés et qui viennent de la région. Donc le bétail et les ouvriers. Alors, on a parlé de ton passé, de ton présent. Maintenant, on va parler un peu de ton futur. Et ton futur, ça passe par ces produits que tu es en train de mettre en place. Rappelons-le, nous sommes ici par Régio Garantie, mais essentiellement sur tes produits à toi qui sont labellisés Jura Bernois, produits du terroir. Quels sont ces produits que tu es en train de nous préparer, de nous mettre en place? Fais-nous saluer, Cédric. Alors nous, on a mis quelques produits. On pourrait quasiment tous les mettre parce qu'ils sont tous de la région. On les a pas tous fait certifier. Là, on a misé sur une des plus vieilles recettes. Bon, je sais même pas, c'est de 150 ans, mais mon père pouvait pas me dire. C'est la sauce à rôtir de porc. On n'a aucune idée, je pense que c'est depuis le début. C'est une sauce à rôtir de porc normale avec du chasselas dedans, de la région. On a aussi la viande séchée de bœuf qui marche très très bien. Donc on a un séchoir en bas, on sale nous-mêmes, on sèche nous-mêmes ici, dans nos locaux. Qui a aussi eu la médaille d'or justement. Et puis on a encore du lard à manger cru, la même chose, on les séchait ici. On a des saucisses sèches, on a mis 2 saucisses sèches différentes. Une Latour, c'est porc et bœuf fumé. Et l'autre, c'est aussi de l'ail et du pinot noir, l'ail frais pinot noir. Dans ton étal, j'ai pu voir du jambon cuit, du jambon rond, hein, qui a été aussi primé, récompensé, médaillé, hein, qui est monté sur le podium. Ce jambon, une couleur particulière par rapport au jambon cuit qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Je le rappelle, ces jambons cuits qui sont rose disco, comme ça, hein, on se croirait dans les années 80. C'est quoi cette couleur? C'est une couleur qui est peut-être pas très très naturelle. Pourquoi tes jambons à toi sont peut-être un peu plus doux au niveau de la couleur et une couleur un peu moins flashy? Ouais, alors c'est un grand débat qu'on a aussi avec ces jambons actuellement. Donc on parle là du sel nitrité. Et puis c'est vrai que nous, il y a déjà je pense une 5-6 ans, on a déjà décidé de diminuer le nitrite dans nos jambons. Pas de le supprimer. On est en train de faire des essais, mais je ne vous cache pas que c'est très très compliqué actuellement parce que pour le faire soi-même, pour le consommer direct, ça irait. Mais vu que nous on doit quand même vendre et puis avoir du datage aussi pour les petits commerces ils font de la revente, on doit quand même avoir des datages qui sont corrects et puis une sécurité alimentaire qui est respectée. Puis actuellement, on n'arrive pas encore à avoir des produits qui sont idéalement, qui sont vraiment sécurisés pour les clients. On a aussi ce grand débat parce que ça nous donne aussi des jambons qui est gris comme un rôti. On aurait de la peine à le vendre. Je veux dire, on avait des grands débats avec ces dernières votations là-dessus.
Et puis c'est vrai que nous, on a déjà diminué le nitrite il y a déjà longtemps. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins rouge flashy que les autres jambons. Mais on ne peut pas encore s'en passer, non. Il est peut-être meilleur pour la santé. Sûrement, oui, alors, c'est clair. Mais toujours avec modération, hein. On le rappelle jamais assez. C'est toujours bon, mais pas trop exagéré. Jura bernois, produit du terroir, ça veut dire concrètement que les produits, il y a un cahier des charges, j'imagine, à respecter. Ça veut dire c'est quoi la zone d'approvisionnement? C'est 10 km, 20 km, 100 km? C'est le canton, c'est le district? Non, alors c'est plutôt sur le Jura bernois, on va dire, limité. Le canton, c'est donc. pas le kilométrage. Pas la région, c'est vrai que ouais. nous, ici, on est vraiment dans un entonnoir où c'est qu'on a Neuchâtel à côté, on a le Seeland. Et puis des fois, c'est un peu compliqué de définir le terroir et puis ce qui est régional. Parce que c'est vrai que nous, on nous dit souvent d'aller, si on doit prendre, c'est d'aller sur le Jura bernois. Mais si j'ai quelque chose au Landron, je pourrais pas, parce que c'est déjà Neuchâtel. Mais pourtant, c'est aussi mon terroir à moi. Alors c'est un petit peu, des fois, un petit ambigu pour savoir où est le terroir. Mais là, c'est vrai que la labellisation, elle se passe sous le terroir du Jura bernois. Et puis, ce n'est pas qu'une région axée sur la boucherie, il y a aussi du vin ici, il y a beaucoup de vignobles. C'était aussi un clin d'œil que tu voulais faire à ta région en faisant cette saucisse homard, comme celle que tu es en train de nous préparer. Et je crois que tu es aussi en train de préparer une labellisation à travers ce Jura bernois produit du terroir. Exactement, alors on a une belle région viticole ici. Typiquement au magasin, je prends beaucoup les clients vignerons, je vends leur vin. Donc là, on était à 17 vignerons. Donc on a vraiment un grand panel de vignerons qui font du super vin et puis qui sont des gens très artisans et puis qui participent, je dirais, à la vie active de la région. Et puis oui, alors la saucisse homard, effectivement, c'est un peu notre Saint-Martin à nous, si on veut bien, qui se passe au bord du lac de Bienne. Et puis c'est un saucisson type neuchâtelois, nous c'est un saucisson neuvillois. C'est un peu la même chose, mais en meilleur. Ça, je dois le dire comme ça. J'espère que mes collègues neuchâtelois vont pas m'engueuler. Non, ils arrivent là. Ah ouais, ça va. Et puis donc c'est un produit qui est après donc cuit dans l'alambic chez les vignerons même dans cette période. Et puis qui donne ce petit goût de plus de marc. Donc pendant qu'ils distillent le marc, on met ça dedans. Ça, on les cuit. Puis ce qui est beau, c'est que c'est dans toutes les caves de la région entre ici et puis Bienne. Tous les clients peuvent venir à midi, le soir. Et puis c'est des grandes tables et c'est vraiment un peu style Saint-Martin, quoi. On fait la fête, on vient en car, on rentre en car. Et puis elle est belle. Puis là, justement, on est en train de regarder pour faire une labellisation pour ces saucissons. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué que mes autres produits parce qu'on en produit beaucoup en une période très courte. Et puis j'arrive peut-être pas à avoir le débit de viande qu'il me fallait qu'avec le Jura bernois. Alors on est en train de voir si on peut peut-être discuter pour avoir du canton de Berne ou bien se fixer un autre périmètre un peu plus grand que je puisse labelliser ça, parce que je ne peux pas labelliser la moitié, une partie de ce homard labellisé puis l'autre pas. Voilà, c'est en discussion, puis j'espère qu'on va trouver une solution. Donc une belle solidarité interprofessionnelle avec ces vignerons qui, rappelons-le, ne vivent pas une période facile avec cette météo d'été qu'on a eue, qui est quand même un petit peu pourrie, hein, disons les choses comme elles sont, et puis aussi avec une concurrence des vins d'étrangers qui sont défiant tous les prix qu'on peut avoir ici, parce que la main-d'œuvre n'est pas la même. C'est important pour toi, ça, de faire de l'interprofessionnalisation de son métier, c'est-à-dire inclure d'autres secteurs d'activité dans le tien? Oui, alors je pense que tous ceux qui sont artisans, déjà, quand on discute ensemble, on peut en parler pendant des heures et des heures, parce qu'on est tous des passionnés. Ils sont fiers de ce que tu fais? Ils sont aussi fiers, ouais. Alors, ils se vantent aussi, comme moi je vante leur vin, ils me vantent notre viande. Je veux dire, on travaille beaucoup ensemble, on a pas mal d'événements. On est une région qui vit vraiment avec des événements. Maintenant, c'est un petit peu tombé à l'eau, tout ça. On se réjouit que ça recommence d'ailleurs, on s'ennuie un peu. Mais oui, alors effectivement, on adore travailler ensemble, faire de la pub mutuellement. Je veux dire, tout le monde se connaît, quoi. C'est magnifique. On rappelle, juste parce qu'on arrive déjà au bout de ce podcast, rappelons peut-être quels sont tes produits à toi, tes produits phares, ceux qui créent cette émotion qu'on voit. Hein. Tu es quelqu'un d'assez émotif, on voit dans ton regard quand tu commences à parler de tes produits et de la tradition familiale, une certaine émotion. Quels sont ces produits, toi, qui viennent du fond du cœur et que les gens qui nous écoutent devraient venir au moins déguster, voire même s'y abonner? Ouais, alors on a des produits vraiment phares, je veux dire, ceux-là on peut s'en vanter. Alors sans problème, c'est tout ce qui est la viande séchée de bœuf. On a tous les produits qu'on a justement envoyés au dernier concours national. On a eu les médailles d'or. C'était la viande séchée, le jambon de campagne, c'est le jambon rond, donc on sale aussi ici, on les fait nous-mêmes en filet, on les fume ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La saucisse homard, c'est aussi un produit malheureusement qui est limité sur le temps. C'est de janvier à mars. Souvent, les gens arrivent juste trop tard et puis ils l'ont pas. Et puis, ils sont pas contents. Mais voilà. Et puis, après, c'est clair, on a
Je veux dire, on fabrique 40 charcuteries différentes. Donc, je ne vais pas toutes vous les dire, je les adore toutes, mais pour moi, ça, c'est les best-sellers. C'est les viandes séchées, jambon rond. Et on a 7 sortes de saucisses sèches. Et puis après, on a toujours des nouveautés, comme là, on a une saucisse caprese que j'ai fait il y a 3 ans en été avec tomate, mozzarella, olive, basilic. Je veux dire, ça envoie du lourd. C'est tout ce qu'on a pris, change plus. Et puis voilà, on fait chaque année un peu une petite nouveauté comme ça. Et puis celle-là, on l'a gardée parce que ça fonctionne du diable. Alors Cédric Junot, on le rappelle, hein, tu es la boucherie Junot, enfin tu gères la boucherie Junot et tu l'exploites et tu la magnifies, comme on dit, à la Neuville. Dernière chose, et puis après on va te dire au revoir malheureusement pour partir vers d'autres aventures. Tu es ouvert de quel jour à quel jour? Alors on est ouvert du lundi au samedi. Juste savoir que le mercredi après-midi puis le samedi après-midi on est fermé. Et puis sinon voilà, ça ouvre de 7h le matin et puis le soir on ferme à 18h15. Donc on a des beaux horaires d'ouverture, il n'y a pas d'excuses, on est là. Merci beaucoup Cédric. Bonne continuation, bravo, félicitations pour tes produits et puis on se réjouit de revenir goûter cette saucisse au marc. Oui, alors je réjouis aussi, vous pouvez aller sur les sites du tourisme biennois pour trouver toutes les caves qui proposent ce homard. Et puis après, nous on la vend aussi déjà faite, finie, plus qu'à réchauffer à la maison, avec un petit gratin, un petit verre de vin. Et puis voilà, le terroir il est là. Terroir, Régio Garantie, Jura bernois, produit du terroir. Merci Cédric Junot à la Neuville et je vous donne rendez-vous à tous pour d'autres aventures. Bonne journée. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents. Enfin si vous avez des dents. Hein.